Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo CIP où je vous parle de stars, d'influenceurs et de polémiques. Et cette vidéo-ci, on va parler de Joël Legendre et des différentes polémiques qui ont tourné autour de lui et un peu de tout son parcours parce que non, il n'y a pas seulement l'événement du parc. C'est vraiment l'événement majeur qu'on connaît autour de Joël, mais il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Fait que je vais vous raconter tout ça dans la vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous voulez pas manquer mes prochaines vidéos CIP et sinon de me dire en commentaire ce que vous pensez du parcours de Joël Legendre. Joël est né en 1966 à Sainte-Hélène-de-Bagot. C'est une ville à mi-chemin entre Drummondville et Saint-Hyacinthe. Il a commencé dans le milieu de l'art comme comédien en théâtre. Sinon, on l'a aussi vu comme animateur à Occupation Double et comme animateur au Téléthon Opération Enfant Soleil. Si vous saviez pas, c'est aussi lui qui fait le doublage des films de Leonardo DiCaprio. C'est lui, sa voix québécoise. Il a aussi doublé la voix de Aladdin dans Disney et de Hercule aussi dans Disney. En 2004, il va adopter un petit garçon, ça va être son premier enfant. Il s'appelle Lambert et c'est un enfant d'origine chinoise qu'il va avoir adopté de façon père monoparentale, fait que vraiment de façon autonome toute seule. Sinon, on a aussi vu Joël comme animateur à la radio pendant plusieurs années, environ, je crois, 8 ans. Il a aussi été un des Fantastiques dans Véronique et les Fantastiques. C'est en 2010 qu'il va rencontrer son conjoint Junior Bombardier, le conjoint qu'il a encore à ce jour. Et fun fact, il va avoir rencontré Junior dans les coulisses de Tout le monde en parle. Fait que je trouve ça quand même intéressant de le dire. Je trouve ça drôle qu'ils se rencontrent dans les coulisses de Tout le monde en parle. Et finalement, ben, Joël Legendre a été beaucoup connu par sa participation au Bye Bye. Il a participé au Bye Bye de 2010 à 2014 et ben, ça va être sa dernière année en 2014 parce qu'en 2015, ben, il va y avoir la controverse sur tout l'événement qui s'est passé autour du parc et ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Joël Legendre va faire face à sa première controverse en 2014 avec son conjoint quand ils vont décider de faire affaire avec une mère porteuse pour avoir leur prochain enfant et qui vont demander une modification de la loi pour pouvoir avoir accès au remboursement des traitements de fertilité sur la mère porteuse. Jusqu'à ce moment-là, c'était seulement les femmes monoparentales ou les femmes en couple qui avaient droit au remboursement des traitements de fertilité parce que c'était pas remboursé si on faisait affaire avec une mère porteuse. Mais ça va vraiment lui qui va venir un peu démocratiser ça puis rendre ça disponible pour les couples gays. En faisant mes recherches autour des mères porteuses, j'ai trouvé une information que je trouvais intéressante à partager. C'est que c'est légal d'être mère porteuse au Québec, de faire affaire avec une mère porteuse. Par contre, la partie qui est plus tricky, c'est que les contrats qui touchent à une mère porteuse entre, mettons, les parents et la mère porteuse, c'est pas reconnu dans les tribunaux au Québec. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, il y a un deal qui se fait entre un couple et une mère porteuse et qu'à la fin de la grossesse, la mère porteuse ne veut plus donner son enfant en adoption, on va dire, elle a le droit de le garder, même si on signe un contrat, le contrat vaut rien aux yeux de la loi. Puis à l'inverse, si le couple décide de ne pas adopter l'enfant, même si on signe un contrat, c'est ça, le contrat vaut rien, fait que la mère est comme prise avec le bébé si jamais ça le voulait pas, puis que c'était vraiment pour aider un couple. Fait que ça, c'est important à savoir que c'est pas parce que tu fais affaire avec une mère porteuse puis que le deal est clair au début qu'il y aura pas de pépins dans 9 mois, là. Fait que la première controverse un peu qui va tourner autour de ça va être que les gens vont critiquer le fait que Joël Legendre aurait eu comme un traitement spécial parce que c'est une personnalité publique puis comme une semaine après avoir fait sa demande à son député, la loi a été changée. Fait que je peux comprendre que c'est un peu poche quand on voit des traitements spéciaux faits aux personnalités publiques ou aux célébrités québécoises. Par contre, le traitement, c'est pas appliqué juste à lui, il est rendu disponible et plus facilement accessible par tous les autres couples gays. Fait que je pense que c'est vraiment un point positif malgré tout, là, tu sais, je veux dire, au final, que lui a eu ce privilège-là, c'est une chose, mais le fait de l'avoir rendu disponible aux autres, je pense que c'est surtout ça qui est important. Sinon, ben, la deuxième controverse qu'il y a eu autour de ça, c'est par rapport à est-ce que c'est socialement acceptable d'avoir recours à une mère porteuse. Puis là, ça engendre tout un débat éthique là, autour de la femme devient comme un objet de procréation, puis tout ça. Mais bref, je vais pas m'embarquer là-dedans nécessairement. Mais il y a eu ce point-là qui a été soulevé aussi dans les discussions, puis ben, je voulais vous le partager. Puis finalement, Joël et Junior vont avoir des jumelles, 2 petites filles issues de la mère porteuse. Et ben, ils vont profiter de l'occasion aussi pour que Junior adopte Lambert, parce que jusqu'à là, c'était l'enfant, on va dire, seulement de Joël Legendre. C'était lui qui l'avait adopté de façon
monoparentale. Mais je pense que c'était quand même comme son autre père, là. Fait que bref, ils ont fait l'adoption officiellement à ce moment-là. Fait que suite à la controverse, Joël a été invité à Tout le monde en parle pour un peu donner son point de vue puis ses explications. On dirait qu'à chaque fois que je fais une vidéo, il y a tout le temps la personne qui fait une entrevue à Tout le monde en parle, mais en même temps, tout le monde en parle. Fait que ça fait du sens que ça va sur le plateau Tout le monde en parle. Fait que bref, Joël va expliquer dans l'entrevue que lui a fait affaire avec une de ses amies. C'est une de ses amies de, je pense, 35 ans, qui s'est proposée pour être mère porteuse. Le seul point, c'est qu'elle voulait pas être donneur aussi, fait qu'elle voulait pas prendre un de ses ovules à elle. Fait qu'ils ont pris des ovules, ils ont acheté des ovules d'une autre femme aux États-Unis, puis ils ont fait le processus in vitro dans leur ami, là, avec leur ami. J'ai aussi le prix là, des procédures qui ont justement pu être remboursées par la RAMQ suite à la demande de la modification de la loi. Fait que le processus in vitro est de 4 000 $ et les médicaments aussi reliés à ça sont 2 000 $ je crois, ouais 2 000 $. Et les médicaments sont couverts à 80% par la RAMQ. Fait qu'il y avait beaucoup de gens dans le fond qui étaient comme pas d'accord avec le fait que c'était remboursé par la RAMQ. Mais en fait, lui, la réponse de Joël, c'était quand tu es gay, c'est une condition, tu choisis pas d'être gay et de ne pas avoir d'enfant. Puis que lui, quand il a su qu'il était gay, c'était un de ses premiers deuils de se dire qu'il allait pas pouvoir avoir d'enfant. Puis, le processus d'in vitro, c'est quelque chose qui peut permettre à des gens gays d'avoir des enfants. Puis, pourquoi lui, il n'aurait pas le droit d'avoir droit à ce processus-là? Parce que c'est un homme et pas une femme. Pendant l'entrevue, Guilla lui a aussi demandé pourquoi il n'avait pas eu recours à l'adoption, parce que c'était ça qu'il avait fait avec son premier enfant. Puis, Joël, il a dit que depuis, les pères monoparentales et les hommes, les couples gays, en fait, avaient plus le droit d'adopter ou avaient pas le droit d'adopter maintenant. Fait que ça m'a vraiment surpris. Je comprenais pas trop pourquoi avant il aurait pu, puis maintenant il a plus le droit. On dirait que c'est vraiment un recul, là. Je connais pas la raison, mais à cause de ça, il a pas pu réadopter. Et sinon, il aurait pu adopter au Québec, parce que ça, t'as le droit au Québec. Mais la différence, c'est qu'au Québec, pendant les 2 premières années, les parents peuvent décider de changer d'idée, dans le fond, puis de reprendre l'enfant qu'ils avaient mis en adoption. Puis là, ils voulaient pas prendre ce risque-là. Puis, tu sais, c'est aussi un traumatisme là, d'adopter, puis finalement, plus avoir ton enfant. C'est un deuil pour les deux parties, les parents et l'enfant. Fait qu'il trouvait que c'était la meilleure solution pour lui d'aller avec le processus avec une mère porteuse. Quelques mois après la naissance de ses jumelles, Joël va se retrouver dans l'embarras quand le Journal de Montréal va publier un article comme quoi Joël aurait eu des comportements indécents dans un parc en 2014. Fait qu'on arrive finalement à la situation que tout le monde connaît. Fait que l'événement se serait passé 6 mois avant la publication de l'article dans le Journal de Montréal. Dans l'article, on apprend comme quoi que le parc Marie-Victorin à Longueuil, ça serait un parc reconnu mondialement par les hommes gays pour faire des rencontres. Mondialement, je suis pas certaine, là, parce que je pense pas que les gens mondialement connaissent le parc Marie-Victorin, mais peut-être que je me trompe. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires. Quand l'événement s'est passé, Joël il a payé le 438 $ d'amende, mais il n'en a pas parlé à personne, puis ça a vraiment comme passé sous silence jusqu'à l'événement de l'article de journal. Fait qu'un journaliste qui est tombé sur cette histoire-là, puis qui a décidé de faire une enquête, avant de publier son article, là, elle a décidé de contacter Joël Legendre, de venir le confronter, puis d'avoir un peu son point de vue de l'histoire. On apprend pendant l'article qu'au début, Joël, il niait complètement, il disait qu'il comprenait pas trop de quoi la journaliste parlait, puis que quand lui est sorti, dans le fond, le document le juridique, le document qui disait comme qu'est-ce qu'il avait fait, là, l'infraction, il disait que c'était inventé, que c'était pas vrai, puis il niait vraiment, puis il est juste parti. Puis que finalement, comme une couple d'heures plus tard, il a rappelé le journal, puis il a dit « Hier, je t'ai juste uriné. » Puis il a essayé comme un peu de maquiller l'histoire. Puis suite à l'histoire, il va avoir fait une entrevue avec Penelope McQuaid, je sais jamais comment le prononcer, mais il va avoir fait une entrevue, puis il va expliquer que il manque des détails là, dans l'article. À cet événement-là, quand la journaliste est venue le confronter, il était en voiture avec ses 3 enfants. Il y avait son garçon de 13 ans à côté de lui et ses 2 petites filles qui étaient sur la banquette arrière. Puis là, c'est sûr que quand la journaliste est arrivée, puis elle s'est mise à le confronter, puis à lui poser des questions, lui avait son enfant de 13 ans à côté, puis à 13 ans, on peut comprendre aussi un peu les choses qui se passent comme ça. Fait qu'il a juste voulu nier puis dire que c'était une erreur. Il a essayé même de proposer d'en parler un peu plus tard, mais ça a l'air que la journaliste voulait rien savoir, qu'il y avait aussi un photographe qui arrêtait pas de le prendre en photo comme si c'était un criminel. Fait que c'était super comme touchant comment il racontait dans l'entrevue, puis ça, tu sais, si on se met à sa place, honnêtement, je pense qu'on aurait tous réagi de la même façon. On n'aurait pas voulu
devant nos enfants parler d'un événement comme ça. Fait que bref, je voulais quand même mettre un petit peu plus de contexte autour de l'histoire en racontant le point de vue aussi de Joël Legendre par rapport à ça. Là. Mais pour revenir à l'événement, on va vraiment rentrer dans les détails puis je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant l'événement. Fait que, premièrement, sur le papier juridique, l'amende, ce qu'il disait, c'est « Vous avez, par votre comportement ou votre tenue vestimentaire, commis une obscénité ou une indécence contrevenant ainsi à l'article 4.8a du règlement municipal relativement au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics. » Fait qu'à ce moment-là, le journal avait cette information-là, mais avait pas nécessairement le détail sur quel était l'acte qui avait été posé. Et quand ils sont allés voir c'est quoi les différents actes qu'ils auraient pu poser, les différents choix, là, c'était uriner en public, se masturber en public, avoir des relations en public, nudité en public, se promener avec une affiche gênante agrémentée d'images. Exemple, je suis pour la pédophilie. Fait que quand il a essayé de dire comme quoi qu'il avait uriné, ben tu sais, ça aurait pu être vraiment ce cas-là, mais finalement, c'était pas ça. Fait que concrètement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a un policier habillé en civil qui faisait une enquête justement dans ce parc-là pour les comportements indécents qui étaient comme reconnus dans ce parc-là. Puis il s'est approché de Joël Legendre parce qu'il voyait Joël se faire plaisir par-dessus son pantalon, il se touchait les parties, disons. Fait que là, le policier a commencé à marcher vers lui. Et quand il était à peu près à 3 mètres, Joël aurait comme sorti sa banane, son aubergine, et aurait commencé à se faire plaisir devant le policier. Puis là, c'est vraiment à ce moment-là que le policier l'a comme intercepté, puis il l'a arrêté, il lui a donné son amende. Comme je l'ai dit, l'amende était de 438 $ et ça vient un peu comme appuyer cette narrative-là parce que à Longueuil, ce qu'ils disent, c'est que les amendes commencent à 100 $ et augmentent en fonction de la gravité des actes et que, ben, c'est ça, si ça avait été quelque chose qui était comme pas hors pantalon, disons, ça aurait sûrement été beaucoup moins cher que quelque chose hors pantalon. Fait que pas long après tout ça, pas long après que l'article soit sorti, Joël va décider de suspendre ses activités professionnelles. Il va aussi écrire un message sur Facebook et il va dire « J'ai menti en début de semaine pour protéger ma famille et sauver ce qui me restait de dignité. Cet incident, bien qu'il soit dérangeant, troublant, choquant et qu'il soulève des questions, n'est pas un acte criminel. C'est très difficile pour moi de vous adresser ces quelques mots. Je le fais par souci de transparence pour mes proches, mes employeurs, mes collègues et le public qui me couvre d'affection depuis des années. Je n'en demeure pas moins humiliée et anéantie, mais puisque j'ai partagé à maintes reprises mes grandes joies avec le public, je dois maintenant faire face à cette désolante situation. Je tire de grandes leçons de vie de cet incident, j'en suis sincèrement désolée et j'espère de tout cœur que vous saurez me pardonner. » Fait comme je l'ai dit, suite à l'événement, il va faire une première entrevue avec Penelope McQuaid. Je sais vraiment pas comment le prononcer. Et Jean-Luc Mongrain. On va le voir vraiment au début de l'entrevue, il va avoir les larmes aux yeux, la voix tremblotante, c'est quand même assez triste à voir. Jean-Luc Mongrain va lui demander vraiment, quand même au début, tu sais, qu'est-ce qui pousse un homme ou quelqu'un à faire un geste comme ça. Puis là, ben, Joël, il va commencer à répondre en disant que pour lui, comment qu'il l'a interprété avec ses thérapies qu'il a faites depuis ce temps-là, ça serait comme un geste d'auto-sabotage. Comme quoi, depuis plusieurs années, il essaye d'être parfait, de bien manger, de faire attention, d'être végétarien, de pas fumer, de tout avoir la petite vie parfaite. Puis là, c'est comme si, en ayant trop voulu être parfait, il s'est comme auto-saboté. Fait que, bref, il l'explique un petit peu comme ça. Là. Je pense que lui, il l'explique mieux que moi. Si vous voulez aller voir l'entrevue, comme toujours, je mets les liens dans la barre de description. Mais ça retourne un peu autour de ça, là, comme quoi que c'était comme un geste d'auto-sabotage. Trigger warning pour le reste de l'entrevue, je vais vous mettre ou skipper pour le prochain segment, là, parce que là, on va parler de quelque chose un petit peu plus dark. Fait que c'est ça, skipper. Fait que dans le reste de l'entrevue, il va même commencer à dire comme quoi qu'il se posait des questions sur est-ce que la vie mérite la peine d'être vécue, puis est-ce que la souffrance est trop grande pour lui, puis qu'il devrait juste quitter ce monde-ci, dans le fond. Fait qu'il a vraiment pensé au suicide. Et il s'est rappelé qu'après qu'il pouvait pas abandonner son enfant qu'il avait adopté une deuxième fois, son enfant qui a déjà vécu de l'abandon de ses propres parents. Fait que c'est vraiment ça qui l'a comme poussé à s'en sortir puis à remonter la pente, de pas abandonner son chum, de pas abandonner ses autres enfants. Mais il dit qu'il a vraiment été creux, qu'il a vraiment été dans le noir puis qu'il y avait beaucoup de noirceur autour de lui. Il dit aussi que ça lui a pris beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi il a posé ce geste-là. Il est encore dans son processus de guérison, puis qu'il veut vraiment comme fermer ce chapitre-là. Il dit qu'il a aussi beaucoup reçu d'amour de la part du public, puis de soutien, puis que ça lui a fait vraiment du bien.
Suite à l'entrevue, il y a beaucoup de gens qui ont eu des opinions assez opposées. Certains étaient contents de le revoir, d'autres trouvaient que c'était trop tôt. Puis suite à cette polarisation-là, l'équipe du Bye Bye a décidé de pas réengager Joël Legendre pour l'année 2015. Fait que c'est ça, dans le fond, il avait fait 2010 à 2014, puis il a pas été rappelé pour l'édition 2015. Il avait aussi annulé son contrat à la radio, puis il n'a pas été re-rappelé, fait que son 8 ans de radio, c'est comme terminé à ce moment-là. Et il a aussi perdu son contrat comme animateur pour le Téléthon Opération Enfant Soleil. Ça va être à peu près 1 an plus tard qu'il va commencer à faire ses réapparitions. Il va participer aux ZooFest, puis il va faire un numéro d'un peu d'humoriste et imitation, pour voir un peu comment que le public va répondre. Il va aussi même parler de sa situation, là, sa controverse. Et ça va quand même être bien pris par le public. Fait que là, les gens vont comme commencer à accepter qu'il soit de retour. Mais là, 1 an plus tard, il va comme refaire face à une nouvelle controverse en 2017, en juin 2017, si je me trompe pas, autour de la fête nationale de Montréal. Fait que lui était le metteur en scène du défilé. Fait que dans le fond, l'organisation s'est fait accuser de racisme, puis je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait une parade, puis il y avait des chars ou des chariots là, qui défilaient, puis ils ont décidé de faire avancer ces chars-là par propulsion humaine, fait que c'est des gens qui poussaient, puis les personnes qui poussaient, ça a comme adonné que tout le monde était de peau noire, et les gens qui se promenaient autour, qui marchaient dans le défilé, étaient soit comme entièrement de peau blanche ou majoritairement de peau blanche. Fait que là, ça a vraiment comme... L'image était assez frappante, là. Je vais vous montrer la vidéo en question. Puis, comme Joël avait participé dans la mise en scène, il a comme été traîné là-dedans. Il y avait aussi Annie Villeneuve qui chantait sur le char, qu'elle aussi, elle a été entraînée là-dedans. Je vais vous lire aussi le message du comité organisateur qui a répondu à cette accusation-là. Donc, ce qu'il dit, c'est « Après avoir pris connaissance de ce qui circule dans les médias et sur les réseaux sociaux, nous ressentons le besoin de faire une nouvelle mise au point. » Cette année, comme en 2014 et en 2015, il a été décidé que les 8 chars que comptait le défilé de la fête nationale allaient être poussés par des participants dans un souci d'éco-responsabilité. L'équipe chargée de recruter ces participants cherchait donc des personnes fortes et en forme pour jouer ce rôle sans se blesser. Précisons que plusieurs membres de l'équipe du comité sont issus de différentes communautés culturelles. Une membre du comité connaissait le responsable de l'équipe sportive de l'école, Louis-Joseph Papineau. Ce dernier a accepté de relever ce défi avec ses jeunes athlètes, d'autant que notre organisation faisait un don à l'école pour soutenir la persévérance scolaire. Rappelons que le seul critère de recrutement était la bonne condition physique. Les costumes qui étaient destinés aux participants évoquaient les pages d'un livre ancien avec des textes poétiques en lien avec le livre géant qui ouvrait le défilé. Peu après le départ, les choses se sont corsées parce qu'une des roues du char s'est endommagée. Les jeunes hommes ont donc dû forcer plus que ce qu'ils auraient dû pour le faire rouler. Chose certaine, l'équipe n'a jamais eu l'intention de créer une image raciste. Cela dit, nous comprenons parfaitement et sommes extrêmement sensibles au fait que les gens qui ont vu cet extrait hors contexte aient été choqués. C'est pourquoi nous tenons à réitérer à quel point nous sommes désolés de la tournure des événements, de ce triste concours de circonstances qui nous a, oui, échappé. Nous présentons nos plus sincères excuses à tous ceux et celles qui se sont sentis heurtés par ces images, particulièrement à la communauté noire, pour laquelle nous avons le plus grand respect et qui participe depuis très longtemps à nos activités. Nos excuses également à Sterve Lubin et son équipe, Annie Villeneuve et Joël Legendre qui ont été entraînés dans cette controverse. L'équipe du comité de la fête nationale de Montréal. Fait que Joël va avoir repartagé ce message-là aussi sur sa page Facebook, puis il va avoir ajouté un commentaire, un peu pour se dissocier aussi. Il va dire « Bonsoir à tous ». Les gens ont été nombreux à réagir suite à la diffusion d'un court extrait du défilé de la fête nationale qui a circulé sur les médias sociaux. Je comprends, je trouve moi aussi cet extrait très choquant, sorti de son contexte. Les images ne représentent pas du tout le défilé que nous avons présenté et qui mettent en valeur toutes les communautés qui forment le Québec d'aujourd'hui. Bien que mon mandat de metteur en scène du défilé n'impliquait ni la sélection des bénévoles qui allaient pousser les chars, ni leur accueil sur place, je peux vous assurer que personne dans l'organisation ne voulait créer d'images racistes. Un triste concours de circonstances que le comité de la fête nationale a pris le soin de décrire dans la publication que je vous partage explique comment les choses se sont passées. Je vous invite à le lire en entier. Vous le savez, je suis papa d'un grand garçon que j'ai adopté en Chine. Je me sens extrêmement concernée par l'ouverture que l'on porte aux gens qui nous entourent, pour lui, mais aussi pour nous tous. Je ne peux qu'espérer qu'ensemble, nous regarderons tous en avant en tentant de faire évoluer les choses. Joël. Fait que c'est un peu ce qui va conclure la controverse autour du défilé national de Montréal. Bon, désolée si la luminosité a complètement changé. J'ai manqué de batterie dans ma caméra. Fait que je l'ai mis à charger, puis là, le soleil s'est couché. Fait que on n'a plus la belle luminosité du dehors du soleil. Mais bref, ça va être ça pour le reste de la vidéo.
Et finalement, en 2019, Joël Legendre va aussi sortir un livre qui va s'appeler La force insoupçonnée du réconfort. Puis ça va être un livre dans lequel il va parler de sa reconstruction suite aux événements du parc. Il a décidé de pas nécessairement parler de l'événement ou comment ça l'a affecté, mais plus de comment il a réussi à se reconstruire, quel a été l'impact du réconfort autour de sa famille, de ses psychologues, de sa thérapie, et de faire un peu un livre de croissance personnelle pour aider d'autres gens qui vivent ce genre de situation-là, qui ont besoin d'un coup de pouce, puis d'avoir un peu des outils pour grandir au travers des épreuves. Fait que c'est vraiment un livre comme ça qu'il a décidé de sortir. Puis ça lui a permis aussi de faire son processus de guérison. Il a expliqué aussi qu'à la base, c'était pas un livre qu'il voulait faire, c'était vraiment des écrits pour ses enfants, pour leur léguer, mais que finalement, il s'est rendu compte que ça pourrait aider d'autres gens, fait qu'il a décidé d'en faire un livre. Maintenant, en date d'aujourd'hui, Joël Legendre est un peu plus présent dans la sphère publique. On a appris en 2021 qu'elle allait être co-animateur dans une émission culinaire qui s'appelait Le meilleur pâtissier du Québec, où il allait avoir 10 pâtissiers qui allaient s'affronter devant des juges. Sinon, il est aussi de retour à la radio à Rouge FM. Il a aussi fait de la mise en scène de plusieurs spectacles. Il fait aussi du coaching de doublage ou du coaching d'animation, puis il a entre autres accompagné Nadé et Mehdi pour la narration ou pour l'animation pendant l'Île de l'amour. Donc voici un peu le parcours de Joël Legendre. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais là, il semble beaucoup s'être stabilisé. Il prend soin de sa famille, il travaille. J'ai l'impression qu'il n'est pas autant dans l'œil du public qu'avant, mais il fait quand même de l'animation. Fait que, bref, dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de tout son parcours, de toutes ces controverses et de toutes ces épreuves qu'il y a eu à traverser. Est-ce que vous êtes content de le revoir? Est-ce que vous n'êtes pas content de le revoir? Dites-moi tout ça en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir mon opinion, mais c'est pas le but de mes vidéos. Je veux pas donner mon opinion par rapport à la situation. Je veux vraiment vous donner les faits, les événements, puis que vous puissiez vous faire une tête là-dessus. Par contre, si vous voulez en parler un peu plus dans les commentaires, c'est souvent là que je vais avoir tendance à un petit peu plus m'exprimer. Fait que si vous voulez, on s'en parle là, on se rejoint là. Ben, comme toujours, likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous, puis on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!